Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport. C'est le 5e numéro de cette saison sur TV78. Au programme, comme toujours, une dose de bonne humeur, des analyses sportives et surtout des coups de gueule et des débats. Nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau. Présentation en musique. On commence à ma droite. Vous le connaissez tous. C'est un pistard de niveau international. Il a d'ailleurs été champion du monde de cyclisme sur piste Masters. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Il aime aller au bout de ses idées. On le surnomme le capitaine. Yann Dujarrier est avec nous. Bonsoir Michael. Pendant une heure. Comment allez-vous ? Super. Super, content d'être là. Petite moustache pour cette émission. Petite moustache, c'est un petit hommage à un ami cycliste qui a disparu en 2019 d'un cancer de la prostate. Et c'est vrai que je pense que du club de Vélizy, du club de Vélizy, ouais, Michel Barrault. C'était vraiment un ami. Et bon, il me manque et il est toujours présent avec moi, même dans mon quotidien. Donc voilà. Une moustache hommage. Une moustache hommage, tout à fait. Alors on continue notre tour de table musique, c'est une véritable encyclopédie sur le sport local, il connaît tout sur tout, c'est notamment un spécialiste football, on pourrait le surnommer l'élu, mais on le surnomme dans cette émission l'Italian Lover. Grégory Canale de TV78 est avec nous. Bonjour Mickaël, vous me comparez à Neo dans Matrix. Exactement, l'élu, carrément. Voilà, vous êtes l'élu. Bon, écoutez, comment vous sentez-vous ? Très bien, on est installé, les jours commencent à devenir un peu plus froids, mais on est paré pour s'entraîner. C'est pour ça que vous avez mis un petit col roulé bien sûr, voilà, pour cette émission. Exactement. Même s'il fait très chaud dans en ce plateau, studio. oui. Voilà, on va faire monter la température. On continue à ma droite, musique, c'est notre spécialiste rugby. Mais il s'y connaît dans tous les sports, c'est un peu notre couteau suisse, on le surnomme le gladiateur, tant il aime batailler pour ses idées. Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous. Salut à tous, salut les copains. Moustache aussi pour le Movember. Oui, alors j'ai pas tout enlevé le reste. J'ai eu interdiction de ma fille d'enlever la barbe, donc on travaille quand même la moustache un peu fleurie en cette période où effectivement on est en hommage à la recherche contre les cancers masculins. Donc voilà, on marque le coup. C'est sportif et c'est pour la bonne cause. Le message est passé en tout cas. On termine à ma gauche, musique, c'est notre chouchou. Dès qu'il participe à cette émission, elle est forcément excellente. Il adore les duels et il aime glisser de temps en temps quelques blagues avec un sourire malicieux. Mesdames et messieurs, je demande le silence sur ce plateau. Jean-Miss, ex-coach de plaisir, est avec nous pendant une heure. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Comment allez-vous Jean ? Toujours pareil, plein de bourre. Sourire malicieux encore aujourd'hui ? Oui, bon, ça me plaît, non, tranquille. Moi aussi, petite moustache. La moustache est quand même un peu plus cachée. Alors Grégory a un col roulé, vous avez la chemise ouverte. Voilà, c'est bon, là. Effectivement, il fait un beau soleil. Un beau soleil. Alors avant de passer au programme de l'émission, on va tout de suite prendre la direction de Voisins-le-Bretonneux pour parler tennis de table. Un tournoi international handisport est programmé cette semaine, mardi, mercredi et jeudi au gymnase des Pyramides. Le rendez-vous organisé par le club Skipping réunit 26 pays venus de tous les continents et des médaillés paralympiques. Et c'est une grande première pour le club. Réaction au micro de TV78. C'est une première. On n'a pas fait de tournoi en France depuis 2014 où ça s'était pas très bien passé. Et en fait, avec Paris 2024, on devait faire un tournoi en France. Et là, c'est, on va dire, un des premiers tournois, sachant que je pense que si ça se passe très bien, les gens voudront revenir. Et là, il y a des très très bons joueurs. Alors le club espère organiser à nouveau ce type de compétition dans les prochaines années. Votre avis, tout simplement, sur ce tournoi ? Positif pour vous, Yann Dujarrier ? Moi, ayant eu la chance de pouvoir participer à un championnat du monde de cyclisme sur piste handisport en tant que pilote d'un athlète malvoyant qui a été médaillé de bronze aux Jeux de Tokyo, Raphaël Bugier et François Pervy. Voilà, j'ai découvert une ambiance extra sportive parce que voilà, oui, bien sûr qu'ils se déplacent pour faire du sport et ce sont des vrais athlètes qui s'entraînent autant que des athlètes valides, mais en plus, à côté de ça, c'est des leçons de vie au quotidien. C'est-à-dire que, ils ont des handicaps, mais ils le vivent avec le sourire et c'est génial. Voilà. Quand on voit des gens valides parfois se plaindre pour certains petits mots qui n'ont pas lieu d'être, rencontrer ces gens-là, c'est simplement ensuite être capable de relativiser des petites périodes de la vie qui peuvent être un peu compliquées. Eux vivent leur handicap au quotidien et ils utilisent avec
fois magie. Moi, j'ai vu un athlète sans bras faire 1 kilomètre départ arrêté et faire un chrono que je n'ai jamais été capable de réaliser. Et voilà, c'est ultra impressionnant. Pierre Chevalier. Moi, j'ai un respect, une admiration sans borne pour tous ces athlètes. Et ce que je trouve bien, en plus dans l'actualité récente, pas nécessairement uniquement des JO paralympiques, mais c'est que on a des tranches de vie. Parce que je trouve que jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, c'était souvent des handicapés de naissance qui devenaient athlètes paralympiques ou athlètes handicapés et qui performaient dans tous les sports. Et là, on a des histoires et je rejoins Yann sur le côté espoir et sur le côté expérience, avec des accidentés de la vie, des accidentés de la route, et qui changent de sport ou qui se mettent à des sports en handi. J'ai un exemple, je n'ai pas retrouvé le nom de cette jeune femme qui est tombée, je crois que c'est à cheval, et qui essaye plusieurs sports en handi là, et qui essaye de trouver son nouveau sport. Et puis ce jeune nageur là qui va traverser le lac Titicaca avec une amputation des 4 membres. Je trouve que c'est une leçon permanente de mental, de résilience et de motivation, de performance. Donc là où le sport fait vibrer en gros. Grégory Canelli, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce tournoi? Moi, dans la dimension... Qui est un gros tournoi, hein, je le précise, 26 pays, 5 continents qui viennent à Voisins-le-Bretonneux. Ça aurait dû être organisé au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Finalement, c'est organisé à Voisins-le-Bretonneux à cause du Covid-19, parce que les locaux étaient réquisitionnés pour le vaccin. Qu'est-ce que vous en pensez tout simplement? Entièrement d'accord avec ce qui a été dit sur ces athlètes qui nous donnent des leçons de vie. Les plus gros accidents de la vie ne vont pas vous arrêter, on peut toujours se relever. Et moi, je retiens aussi la dimension paralympique. On est bien sûr à 2 ans et demi de ces Jeux olympiques, mais aussi Jeux paralympiques de Paris 2024, avec une délégation française en plus sur le tennis de table qui a brillé lors des dernières JO. Il y a eu 11 médailles, 2 en or si je ne m'abuse. Et donc c'est bien de voir aussi ce genre d'événements se multiplier. Et en plus sur le territoire des Yvelines, ça permet aussi de faire monter cette effervescence qui va nous animer dans 2 ans et demi avec ces JO. Il y a eu aussi des jeunes aussi des classes du territoire qui sont venus les rencontrer, voir un petit peu la compétition. C'est important aussi d'inclure les jeunes du coup au projet, Jean? Bah oui, bien sûr, oui. Outre le respect et l'admiration qu'on peut avoir pour ces sportifs à part entière, comme disait notre ami. C'est vrai que on n'en parle pas assez comme pas mal de disciplines mineures, on en parle souvent ici sur ce plateau, mais c'est vrai que avec les performances qu'ils ont pu faire aux derniers Jeux paralympiques, je pense qu'ils avaient largement leur place à ce qu'on en parle un petit peu plus et qu'on les médiatise un petit peu plus, et ce genre d'événement est très 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 bon pour eux, quoi. Je trouve juste dommage que ce soit un mardi, mercredi, jeudi. En effet, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour se déplacer pour le public, voilà, pour venir les voir. Il y a beaucoup de scolaires, par contre, qui viennent les voir. Très bien. Parce qu'ils ont plus misé sur les scolaires que sur le public sur un week-end. Je pense. Sachant qu'il y a un jour férié également avec le 11 novembre. Ouais, il y a le 11 novembre, d'accord. Paris, ouais. C'était votre petit bémol. Je trouve juste dommage, on a toujours d'enlever la projection qu'il mérite, tout simplement. Quand on fait les Jeux paralympiques, la couverture médiatique des Jeux paralympiques n'est pas la même que pour les Jeux olympiques, même si ça s'améliore grandement. Mais voilà, là, on va leur organiser un tournoi et on va le faire en semaine. Alors qu'un tournoi international, plutôt que de risquer de le faire sur un week-end où il y aurait pu avoir très peu de spectateurs. Là, ils assurent un petit peu le monde et l'ambiance à travers les scolaires. Moi, je trouve que c'est sur 3 jours, tu aurais quand même le vendredi, samedi, dimanche, et en parlant. Et on est dans cette dynamique de Paris 2024 où on mise énormément sur la jeunesse. On dit que c'est la génération 2024. C'est aussi avec ces jeunes qu'il faut construire ces jeux pour avoir une pleine réussite dans 2 ans et demi. Avant de passer au programme de l'émission, je vous propose peut-être de regarder juste l'image d'une athlète. C'est une Roumaine, une athlète roumaine. Voilà, elle est handicapée du coup. Elle joue avec des petits bras. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, Pierre Chevalier, de voir ça? Mais tout le monde peut. Quand on veut, on peut. C'est encore une fois. C'était l'une des meilleures choses du tournoi. En plus, donc c'est cette formidable preuve que le mental peut prendre le dessus quand le physique est déficient, par exemple, quelle que soit la raison, accident ou de naissance. Et c'est un formidable message d'espoir pour
toutes les participations, on parle olympisme, on parle Coubertin, on parle participer, ces athlètes-là, non seulement ils participent, mais ils performent, ils gagnent, et ils montrent à quel point le corps humain, même meurtri, est fantastique. On parlait de cet athlète égyptien qui jouait même avec sa bouche, donc comme quoi, voilà, avec la volonté, la force de caractère qu'ils ont, ils sont capables de repousser des montagnes et de continuer à faire leur sport. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui nous allons parler golf. L'Open de France va revenir au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Ce sera en septembre 2022. Coup de projecteur également dans cette émission sur Florian Rousseau, l'ancien pistard triple champion olympique, vient d'être nommé directeur du programme olympique à la FFC. Mais avant de développer ces thèmes, on va parler voile. On va donc parler voile et une mauvaise nouvelle sur la Transat Jacques Vabre pour notre Yvelinois Louis Burton. Le skipper originaire de Rambouillet a déjà abandonné avec son bureau Vallée 3 seulement 10 heures après le départ du Havre le 7 novembre. Son bateau a dématé dans la nuit de samedi à dimanche, mais rassurez-vous, ils ne sont pas blessés. Ils ont pu rejoindre le port de Saint-Malo 24 heures après l'incident. On écoute Louis Burton et Davy Baudard. Il était à la table à cartes en train de faire la nave et de préparer la gestion de la pétole à venir. Et puis moi j'étais dans le cockpit au réglage. On a entendu, je crois 20 minutes avant, un bruit. On a entendu un petit bruit qui nous a paru être peu important, comme une mise en place de boot, comme ça arrive très régulièrement. Et moins de 20 minutes après, c'est le gros crack. Grosse explosion, ça fait vraiment très bizarre, c'est assez angoissant. Il y a une première explosion de carbone, une deuxième. Là on se précipite à l'abri, on met les mains sur la tête, quoi, réflexe, et puis on entend bam, le mât qui tombe sur le pont. Voilà, là on comprend tout de suite qu'on a dématé. Et maintenant, au cœur, on va réparer tout ça et puis on va revenir plus fort le plus vite possible. Merci pour votre soutien. Déjà une réaction par rapport à cet abandon. Le plus important, c'est peut-être qu'il ne soit pas blessé. Oui. Jean ? C'est le principal. C'est surtout le principal qu'il n'y ait pas de blessés. Après, ils ont la garantie quand même sur la chaîne du bateau. Je suis pas sûr. Une contrefaçon, là. Une petite contrefaçon. Il a moins d'avant. Le bureau Vallée, c'était un bureau. C'était pas un bateau, c'était un bureau. Vous qui suivez un petit peu Yann Verrier à la voile sur ces dernières éditions, déception complet, ouais, parce que je pensais vraiment et les 10 premières heures de course nous avaient bien montré déjà qu'ils étaient dans le coup. Oui, ils occupaient la seconde place du classement. Et vraiment de la catégorie IMOCA, je précise. Ouais. Mais c'est vrai que c'est déçu. Quand j'ai eu la nouvelle, je pensais me dire tiens, faut que j'aille regarder où est-ce qu'ils en sont. Bon voilà, c'est pas de bol, quoi. Pas très loin. Ouais, voilà. Alors l'avantage c'est que voilà, ils étaient en route pour Saint-Malo, du coup. Ils ont fait le Havre Saint-Malo. Record le Havre Saint-Malo. À la rame. Pierre, c'est dommage. Il y a plein de mots de vocabulaire qui me viennent, ballot, rageant, c'est tout ça à la fois. Ça fait des années ils se préparent chaque année pendant de longs moments, de longs mois pour ces courses-là. Les conditions étaient assez fortes sur le départ du Havre, mais elles le sont pour tout le monde. Donc il y avait une bonne brise. Il disait qu'au moment de la casse, voilà, il n'y avait pas de mer agitée, 15 nœuds de vent. Je rajoute incompréhensible. Parce que sur des mécaniques comme ça, si j'ose dire, c'est hallucinant qu'un mât casse à la base au bout de 10 000. Quoi. D'ailleurs, ils ne savent toujours pas ce qui s'est passé, Grégory. C'est ça. Moi, le mot qui me vient, c'est incompréhension, effectivement. Bon, je suis archi déçu, et parce que on attendait beaucoup de Louis Burton, son départ aussi canon. Il visait un top 5 en tout cas, il l'avait annoncé qui était son meilleur 2 jours avant le départ. 5e en 2013, c'était son meilleur résultat. Incompréhension, c'est cette casse sur un bateau, en plus, qui est tout récent. Il l'a acquis juste après le Vendée Globe. Il avait fait un Vendée Globe, ce bateau, avec Armel Tripon, et pour le moment, il faudra que toute la lumière soit faite sur cette casse. On sait absolument pas ce qui s'est passé. Le bruit 20 minutes avant, après ce bruit d'explosion qui a entendu, il faudra faire toute la lumière sur cette casse. Ça paraît assez incompréhensible. L'explosion, ça me choque pas. Hein. Le carbone, quand ça pète. Ça ne. Mais la cause, voilà, c'est boum d'un coup. La cause de cette cassure. Quand le carbone, ça a explosé après que non, mais au moment de la fracture, le carbone, ça explose.
Nous, en vélo, on voit régulièrement les fibres sont tellement résistantes que pour que ça casse, il faut vraiment une très grosse force. Donc au moment où ça pète, ça fait toujours un très gros bruit. C'est passé quelque chose avant pour vous? Je suis pas spécialiste du carbone et je n'étais pas sur le bateau, donc je ne peux pas vous dire. On l'a vu, cassure nette, le mât qui est derrière, qui est cassé à la base. Je pense qu'ils en parleront très naturellement et on aura les infos par la suite, mais pour l'instant il faut analyser. La seule chose que l'on peut se dire, c'est du sport mécanique de toute façon. À partir du moment où vous avez la mécanique, un Tour de France ça peut se perdre sur une crevaison. Là, en effet, une fois que vous avez cassé le moteur, c'est suffisamment grave pour qu'ils ne puissent pas repartir. C'est-à-dire que là vraiment c'est abandon dans le premier jour. Ils peuvent pas réparer. Il y a des casses, il y en a tout le temps. Après, dans tous les cas, pour une compétition de 2-3 semaines, peut-être qu'il serait pas forcément retourné pour réparer son bateau. Peut-être. On ne sait pas. Là, oui, ce qui est bête, c'est que ça arrive dès le début. Il était entre la pointe du Cotentin et l'île de Guernesey, donc on est vraiment sur les tout débuts de cette course, quoi. Là, ils viennent juste de passer l'Espagne. Ce matin, je regardais, ils arrivent sur l'Espagne. Alors la question sur ce thème, ce coup dur remet-il en question le projet Vendée Globe 2024 de Louis Burton? Oui ou non? Vous êtes unanime. Non. Jean? Ça peut donner l'expérience. Non, parce que ça fait partie de la course. Je préfère la casse fait partie de la course. Et à la limite, je dirais qu'il vaut mieux peut-être que ça lui arrive sur cette course-là que sur le Vendée Globe, quoi. Donc, je pense qu'il investit plus pour cette course. Le Vendée Globe que pour celle-là. Celle-là, c'était plus une course d'entraînement pour son nouveau bateau. Non, peut-être la ça remet course, rien. entre guillemets, la plus facile, peut-être entre la route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, où ils sont deux. Ils sont deux, le Vendée Globe, il sera tout seul. La preuve, il n'y a pas de course facile. La preuve en est. Vous voyez, là, sur les départs, le mât qui se casse. Donc, non, il n'y a pas de course facile. Mais bon, à la réponse... Techniquement, ça peut être une très belle expérience, en fait. Peut-être qu'il y aura des ingénieurs et des techs qui seront pas au départ du Vendée Globe, qui vont pas retravailler sur le bateau, mais ça fait une expérience pour ça. J'espère qu'ils sauront ce qui s'est exactement passé. Le bateau, il a fait le point de faiblesse identifié pour pouvoir justement réparer. Et justement, on a un précédent, Vendée Globe 2012, où il percute un chalutier. Ça l'a pas empêché de se remettre tout de suite en selle, de repartir. L'année d'après, il fait une 5e place. C'est du bateau. Oui, bon, se remettre sur son voilier, à la barre. Et l'année d'après, en 2013, il fait une 5e place à la Transat Jacques Vabre. Donc il a prouvé par le passé, avec moins d'expérience, qu'il pouvait se remettre vite en ordre de marche. Et donc là, je pense qu'avec cet objectif Vendée Globe, qui, on sait, dans un coin de sa tête, c'est ce qui va l'animer sur les prochaines années. Il va repartir au plus vite. D'ailleurs, ils sont déjà dans les ateliers pour retravailler sur le bateau, le réparer et voir ce qui s'est passé au niveau du mât. Et ils veulent participer à la route du Rhum en novembre 2022. Donc ils ont à peu près un an pour préparer le bateau. Dans quel état d'esprit sont les partenaires, à votre avis, notamment Bureau Vallée? Alors je rappelle un peu l'historique. Ils ont investi entre 4 et 5 millions d'euros pour acheter un nouveau bateau, le bateau de l'Occitane en Provence, d'Armel Tripon, un nouveau bateau. 4 à 5 millions, première grosse course, le mât qui casse. À votre avis, ils sont dans quel état d'esprit, Yann Dujarier? C'est un partenariat, ça se fait pas sur là ils sont partis sur 3 ans. En effet, on casse à la première et comme je dis, je préfère qu'ils cassent à la première plutôt qu'à la dernière où on pourrait se dire tout va bien et en fait on voit même pas le poteau rose à l'aller. Ce serait quand même vraiment dommage. Donc là, pour moi, c'est pas les partenaires, il y a pas de souci. Et au contraire, ça va être une très grosse expérience. Et s'il faut mettre 2 couches de carbone de plus, ils mettront 2 couches de carbone de plus sur le prochain mât. Pierre Chevalier. Là, pour répondre à votre question, le mot, je dirais chafouin, peut-être un petit peu chafouin sur ce moment-là, en disant que c'est au-delà de l'investissement, l'effet d'image. Surtout que c'est un bateau pour potentiellement faire un top 3 sur le prochain Vendée Globe. Clairement. Et c'était affiché comme tel. Et bon, là encore, je pense qu'il faut rétro-pédaler, même si on est au vélo, et puis même si on est au bateau, pardon. Oui. Et puis tirer les expériences, les enseignements techniques d'une casse pareille, d'une guigne. Le plus gros favori du Vendée Globe l'année dernière, il n'a pas vu le Cap Horn. C'était Néo-Zélandais. Alex Thompson. Voilà. Alors, il voulait racheter un bateau, ce bateau d'Armel Tripon. Il voulait racheter surtout pour pouvoir faire un maximum de courses
sur les 4 années qui viennent, plutôt que d'en construire un. Vous pensez que c'était la bonne stratégie? Est-ce que l'histoire, finalement, c'est un petit peu... fait qu'il aurait peut-être pu se poser la question de construire son propre bateau ou pas, selon vous, Jean? C'est sûr que là, maintenant, quand on voit les blablabla du taureau, qu'on dit que c'est un mal, mais c'est sûr que maintenant que ça a cassé, on se dit pourquoi il n'a pas construit son bateau. Non, je pense qu'il ne faut pas tout remettre en question parce que c'est une erreur. Enfin, c'est une erreur, non, c'est une cause mécanique. Donc, il ne faut pas tout remettre en question. Il faut qu'ils continuent là-dessus. Et puis, encore une fois, vous l'avez dit, ils ont un an là pour se remettre pour la course du Rhum de 2022. Donc, je pense c'est simplement cette course-là où, malheureusement, il n'est pas allé loin. Donc, je crois que au prochain Vendée Globe, il y aura d'autres possibilités de s'exprimer. Et il ne va pas casser à chaque fois. Ou alors, c'est vraiment la guigne. À ce moment-là, s'il recasse, il faut qu'il le vende, il faut qu'il le brade. Il le brade, le bateau. Et c'est un bateau qui a quand même déjà fait un tour du monde. Il a quand même déjà fait un tour du monde. Il est peut-être usé, ou alors il lui a scié le mât avant de le vendre. Son précédent bateau était déjà aussi le rachat d'un PRB de mémoire, un truc comme ça. Le précédent bateau Bureau Vallée 2 était le rachat de PRB. L'ancien bateau d'Armel Leclerc. Généralement, ils rachètent, ça se fait beaucoup dans le milieu de la voile, ils rachètent l'un des meilleurs bateaux de la flotte sur l'édition précédente. Qui avait gagné l'édition précédente du Qui avait gagné l'édition précédente. Et il le fait évoluer, et parce que, mine de rien, il avait été plus vite aussi, il avait amélioré les performances du bateau. Sur le papier, l'un des bateaux les plus rapides du dernier Vendée Globe. Oui. Dernière question, est-ce qu'il rate peut-être l'occasion de mettre la pression sur ses rivaux, ses potentiels rivaux pour le Vendée Globe? Pierre Chevalier. Il a une expérience, Burton. Il a une expérience. De toute façon, maintenant, ça commence à ne plus être un perdant de l'année. Il a eu quelques bons résultats qu'on a commentés souvent ici. Non, je pense pas. Je pense pas. Tout le monde voit de toute façon. C'est une espèce d'avarie malchanceuse. Pour le coup, il le dit déjà. Je pense qu'il les a. Donc il reviendra plus fort. Un Charlie Dalin, par exemple, qui risque de gagner. Non, on ne prendra pas l'ascendant, peut-être. Au contraire, peut-être qu'on peut aussi voir la chose dans l'autre sens, c'est que ayant très vite abandonné là, ils vont peut-être moins l'attendre sur les prochaines courses et il va nous surprendre encore une fois. Et oui, effectivement, Louis Burton maintenant est attendu à chaque course. Là, on l'annonçait comme potentiel favori avec Dalin, avec aussi Yannick Bestaven, le dernier vainqueur du Vendée Globe. Donc, il sera attendu à chaque fois. Là, c'est une grosse déception. Donc, on verra. Mais je pense qu'il l'a montré en plus dans les mots qu'on a pu entendre, il est prêt à repartir tout de suite de l'avant. En tout cas, Louis Burton devrait prendre le départ de la route du Rhum en novembre 2022 s'il arrive à réparer son bateau. On imagine que oui, on imagine. Alors après une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle. La nouvelle a été officialisée début novembre. L'Open de France de golf sera bel et bien de retour en 2022 sur les greens du golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Le plus ancien Open d'Europe continentale avait été annulé ces 2 dernières années à cause de l'épidémie de Covid-19. Le tournoi se disputera cette fois-ci du 22 au 25 septembre et aura une dotation de 3 millions d'euros, le double de la dernière édition organisée en 2019, ce qui pourra attirer des joueurs de renom. On écoute Pascal Grisot, le président de la Fédération française de golf. Il était évidemment ravi. C'est un travail d'équipe. Comme vous le savez, c'est très important pour la Fédération française de golf de faire revenir l'Open de France au calendrier. Nous avons une super date en septembre. C'est aussi à la même date que nous avons eu l'honneur d'accueillir la Ryder Cup en 2018. L'Open de France 2022 sera la 104e édition du tournoi et la 19e consécutive à se jouer au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. La question sur ce thème, est-ce que c'est un vrai retour en force de l'Open de France de golf, cette annonce? Oui pour vous, Pierre Chevalier. Non, Grégory, non, Jean, et non pour vous également, Yann Dujarrier. On fait un petit duel entre vous, Grégory et Pierre. Pierre, vous commencez? Okay. Vous êtes seul contre tous, là. Eh ben, je suis seul contre tous. Je fais la parenthèse. Donc pour vous, c'est un vrai retour en force. Moi, c'est un vrai retour en force parce que je ferme, après l'avoir vécu dans l'intérieur, la parenthèse Covid. On avait une conjonction d'événements après l'édition 2019 qui était à la fois la remise en cause de la place de l'Open de France dans le paysage des tournois mondiaux de golf,
le retrait d'un partenaire majeur déjà acté, et puis le problème de trouver une date pour le Tour européen à travers un calendrier qui était déjà bien chargé. Et l'Open de France, notre Open national, est le plus vieux de l'Europe continentale, relégué au tournoi de seconde zone, parce que il y avait d'autres enjeux à ce moment-là. Et donc, on a en plus, après, essuyé des choix dans la date qui étaient difficiles, notamment sur octobre, avec une tentative qui s'est un peu soldée par peu de public autour. Et puis, retour en juin, alors que habituellement c'était en juillet. Donc, la crise Covid arrive par-dessus ça, et là, pour le coup, là, tout tombe aux oubliettes. Mais la filière golf et donc derrière la fédération était au boulot pour pouvoir rendre à l'Open de France la place qu'il mérite. Et quand je dis retour en force, c'est que c'est à la fois là, dans ces perspectives-là, une bonne date en septembre, une très bonne date parce que c'est des bonnes météos pour jouer au golf notamment. C'est juste après les championnats du monde amateurs qui auront lieu quelques jours, quelques semaines plus tôt, toujours au golf national aussi. Donc il y a gros coup de projecteur sur le golf français et en France, sur le golf en France, en espérant qu'il y ait beaucoup de joueurs français qui arrivent. C'est pendant la Presidents Cup, donc il y a aussi, on aura peut-être moins d'Américains, ça c'est sûr. Oui, donc la Presidents Cup, pour préciser, c'est un tournoi un peu comme la Ryder Cup entre les États-Unis et le reste du monde, sauf l'Europe. Voilà. Et donc ça veut dire que pour les Européens, on peut peut-être avoir justement un plateau très intéressant pour succéder à Nicolas Colsaert derrière. Donc en gros, oui, retour en force parce que c'est un retour au calendrier international avec une dotation qui est substantielle et qui est pour le coup à 3 millions un des plateaux les plus intéressants des tournois du Tour européen. Grégory, qu'est-ce que vous répondez? Vous avez un spécialiste en face de vous. Je vais commencer par un petit retour en arrière. Édition 2017, édition 2018, Tommy Fleetwood qui remporte l'édition 2017, Alexander Noren l'édition 2018. On est quelques semaines avant cette Ryder Cup qui a été un peu l'apogée de l'exposition de ce golf national de 50 ans en Yvelines. On espère que ça va revenir bien sûr avec les Jeux Olympiques 2024. Et puis depuis, j'ai l'impression que cet Open de France c'est un peu l'Open Poissard, c'est-à-dire cette perte du statut de Rolex Series avec la perte du sponsor H&A, le sponsor chinois. Cette date en octobre qui avait été trouvée, où on se souvient d'une météo très capricieuse, et on était un an après la Ryder Cup, c'était un peu la gueule de bois. Tout simplement. C'est la météo d'octobre. Et depuis, 2 annulations. Une première fois, on avait dit, je me rappelle avec Jean, qui était en visio lors de cette émission, on avait parlé du report de cette édition qui était prévue en mai. Si, je te montrerai le replay, Jean. On avait mis cette édition de l'Open de France en mai cette année. Finalement, ça a été reporté. Et on se réjouissait de cette date de mai au début parce qu'elle intervenait, peut-être, elle était un peu originale dans ce calendrier où l'Open de France essayait de se trouver justement une date pour s'installer. Il y avait la date de juin qui fonctionnait très bien pendant une vingtaine d'années, je crois, sur la date de juin. 19 années. Ça a toujours été la dernière semaine de juin. Pendant plusieurs années, une vingtaine d'années, fin juin, début juillet. Alors pourquoi je dis que c'est pas un retour en force? Parce que, on rebalade une nouvelle fois cette Open de France avec une nouvelle date. Là, ça va être sur la fin septembre. Alors fin septembre, niveau météo, au niveau de l'exposition dans le calendrier, c'est bien. Sauf que les années de Ryder Cup, il n'y aura pas d'Open de France puisque ça va se dérouler, si je dis pas de bêtises, sur les périodes de Ryder Cup en 2023. Ça va être exactement la période de la Ryder Cup en 2023. Quid en Italie, cette Open Ryder Cup en Italie d'ailleurs. Une année sur deux, on va en plus en Italie au Marco Simone, voilà, à Rome. C'est pas le même. Oui, c'est pas le même. C'est pas le footballeur, l'ancien footballeur. Ça veut dire que quoi? Une année sur deux, on va redécaler une nouvelle fois l'Open de France et on souhaite l'installer et que ça devienne une date phare, à nouveau de ce calendrier européen. Enfin, moi j'ai du mal à y voir clair. J'ai juste une petite question là, sur la date du mois de mai qui avait été annoncée. Pierre Chevalier avait dit quoi, Grégory? Est-ce que vous savez s'il avait dit que c'était une excellente date parce qu'il a dit que septembre était la meilleure date, donc non, c'est pas Pierre Chevalier. Et je me souviens si c'est mai, si c'est septembre la meilleure date. J'ai échangé avec Jean sur le fait que mai c'était peut-être une bonne date pour réinstaller et avoir une nouvelle date dans le calendrier européen sans grosse concurrence, parce que oui, cette date d'octobre, on s'en était tous émus en plateau. Voilà, ça, juste un an après la Ryder Cup, on avait la gueule de bois. Je pense que le mot est bien choisi d'avoir cette Open de France en octobre. Donc j'ai l'impression qu'on rebalade une nouvelle fois cette date. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Une année sur deux, où est-ce que sera cette Open de France? Voilà, je pose la question.
Jean, qui vous a convaincu? Vous étiez plus du côté de Grégory, si j'ai bien compris. Mon grand regret, c'est quand même Grégory qui m'a le plus convaincu. Non, je suis d'accord avec lui. J'étais d'accord depuis le début. Pourquoi? Parce que on a l'impression quand même que cette compétition, ils n'ont jamais le choix dans la date, quoi. On les promène, il l'a dit, Grégory, mais c'est pour qu'une compétition soit une grande compétition, il faut que ce soit toujours à la même date. C'est comme si on promenait le Tour de France, un coup en juillet, un coup en janvier. Non, là... Il y a eu Roland Garros au mois d'octobre. Oui, mais c'était exceptionnel. Non. C'était pas par rapport au Covid. Là, c'était par rapport au Covid. Non, ça c'était exceptionnel. Mais simplement, là, on a du mal, et là, je le rejoins à 100%, parce qu'on a du mal quand même, alors, au départ, c'était juillet. Après, ça a été en octobre. Après, en mai. Là, c'est en septembre. Finalement, il n'y a rien de stable, quoi. Il faut suivre. Il faut suivre. Et être spécialiste, peut-être. Non, mais c'est pas pour ça. Mais pour moi, une grande compétition a toujours lieu à la même date. Tous les ans, à la même date, parce que les gens s'organisent autour d'une belle compétition comme ça. Et il est vrai que la date idéale était celle qui a été, pendant 19 ans, celle de fin juin, début juillet, où là, tout le monde s'y retrouvait. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas dans les instances, pourquoi ils l'ont déplacé et redéplacé, mais là, on se contente de peu maintenant, j'ai l'impression. Pour apporter de l'eau à votre moulin quand même, c'est qu'on se place sur les compétitions internationales de golf par rapport aux majeurs, aux 4 majeurs. Et en l'occurrence, là, ça serait... Donc, les majeurs sont passés. Il y avait un seul problème lorsque l'Open était sur fin juin, début juillet, c'était la proximité de l'Open britannique, qui pouvait être un avantage parce qu'il y avait certains Américains ou certains Européens qui étaient déjà sur site pour aller jouer après en Grande-Bretagne, mais en règle générale, il y avait quand même pas mal de délais entre les deux et donc du coup des tournois entre les deux. Et là, on a peut-être, je dis bien peut-être, la date au moins en septembre au sens large, avec la prise en considération de la Ryder tous les 2 ans, ou alors plutôt tous les 4 ans quand c'est en Europe, parce que quand c'est aux États-Unis, on va dire la politique n'est pas la même. La confrontation en fait des deux événements n'est pas exactement la même. Mais donc on a peut-être trouvé en septembre au moins ce créneau qui fait que c'est à la fois jouable, c'est bien pour tout ce qui est hospitalité, c'est bien pour le public. Toujours au Golf National sur ce stadium avec un mois de septembre, été indien, ça peut donner des images assez spectaculaires dont le golf a besoin, au même titre qu'un champion français ou les porte-drapeaux internationaux. Cette date perdure. Oui. Yann Dujarrier, est-ce que vous avez changé d'avis, vous? Non, j'avais dit non tout simplement parce que... Oui, mais Pierre a plusieurs arguments depuis tout à l'heure, il essaye. La question étant... Est-ce que c'est un retour flamboyant ou un retour en force? Déjà, pour pouvoir revenir, il faut être parti. Et je suis désolé, pendant les 2 années où il n'a pas été joué alors qu'il devait être même fait dans le sud de la France, il n'a pas été fait. Il a failli être délocalisé sur le golfe de Terre Blanche, c'est ça, dans le Var. Pour moi, ce n'est même pas un retour en force. Par contre, le point positif que je vois quand même, c'est en effet cette augmentation de dot qui va permettre de revaloriser. 3 millions d'euros. Qui va permettre de revaloriser et de prendre. On va peut-être pouvoir s'inscrire. Mais voilà, là il y a vraiment un point important. Maintenant, voilà, c'est vrai que le point sur la Ryder Cup, pour moi, il me fait pas peur non plus. C'est-à-dire que on vient justement de le souligner, une fois tous les 4 ans. Ça fera venir les Américains aussi. Donc si on l'avance d'une semaine, on aura peut-être plus d'Américains qui viendront avec plaisir au Golf National parce qu'ils ont aimé y jouer. Et puis ils enchaîneront la semaine suivante à aller faire la Ryder Cup. Donc ça peut même être un point positif pour celui-là. Se posera le problème de une année sur 4. Et là, ce sera plus un tournoi pour les Européens et puis basta, voilà, c'est pas grave. Vous savez, il n'y a qu'une seule, je prends l'exemple du cyclisme, il n'y a que lors du Tour de France qu'il n'y a quasiment aucune course pour les autres professionnels. Quand vous avez le Giro, vous avez d'autres courses. Pendant la Vuelta, vous avez aussi de très belles courses à côté. Donc c'est pas un problème d'avoir des compétitions annexes lors de très grands événements. En tout cas, voilà, on attend cette date de fin septembre 2022, dans un an à peu près, voilà, avec impatience. On passe maintenant à notre page débat.
On va maintenant passer à l'envolée de Grégory, le moment le plus spectaculaire de ceci. On parlait sport. De quoi allez-vous nous parler, Grégory ? De cyclisme avec du mouvement à la Fédération française. Le 3 novembre dernier, depuis le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, où elle est installée, l'instance a officialisé la nomination de Florian Rousseau comme directeur du programme olympique de cyclisme. Un poste tout fraîchement créé en vue de Paris 2024, où Emmanuel Macron a fixé un objectif de 80 médailles, rien que ça, pour la délégation française. C'est un retour. C'est facile, ce sera facile pour la délégation française. Alors, Florian Rousseau à la FFC, c'est un retour pour lui, pour l'ancien pistard, entraîneur national du pôle sprint à l'INSEP de 2005 à 2013. Dernièrement, il était le directeur de la haute performance à la Fédération française d'athlétisme avant sa démission en septembre dernier. La mission de Florian Rousseau, tout simplement préparer l'échéance de 2024 avec un suivi de l'ensemble des disciplines cyclistes, cyclisme sur route et sur piste, VTT et BMX. Mon rôle, c'est d'animer, de coordonner en tout cas, et de fixer un cap, notamment par rapport aux objectifs de réussite, donc de médailles aux Jeux en Paris 2024, d'identifier les besoins pour accompagner les entraîneurs, les acteurs de la perf et les athlètes. La plus-value est vraiment de transformer l'essai lors des Jeux Olympiques. Pour ça, évidemment, il va construire son approche, il va la construire avec l'encadrement, il va mettre en place une équipe pour gérer tous les aspects qui lui semblent importants autour de la performance. C'est plein d'éléments qui viennent s'agréger les uns aux autres. Et c'est tout ce travail de construction qui doit l'amener à faire en sorte qu'à Paris 2024, on soit dans une configuration où on confirme finalement les résultats qu'on a dans les grands championnats internationaux. Ma première réaction à l'annonce de cette réaction, je me suis dit enfin un grand champion pour guider la jeune génération, dont on a dit assez ici en plateau qu'elle avait beaucoup de mal à franchir un cap chez les grands. Après les JO de Tokyo ratés pour le cyclisme, 2 médailles de bronze sur piste et rien d'autre, Florian Rousseau va pouvoir faire profiter de son expérience internationale et de son vécu. Et quel vécu, j'ai envie de vous dire, 3 médailles d'or olympiques en kilomètres à Atlanta en 1996, en keirin et en vitesse par équipe à Sydney 2000, où il avait aussi glané une médaille d'argent en vitesse individuelle, sans parler de ses 10 titres de champion du monde de cyclisme sur piste. C'est l'un des palmarès les plus garnis dans sa discipline, l'une des légendes même du cyclisme sur piste. Derrière Yann Gérien, bien sûr. Bien sûr, on l'oublie pas. Mais cette nomination intervient seulement en novembre 2021. Nous sommes à 2 ans et demi des Jeux de Paris. Florian Rousseau le reconnaît lui-même. Son planning va être très serré dans les prochains jours, dans les prochains mois. L'ancien pistard doit rencontrer les entraîneurs, les sélectionneurs pour construire une vision commune. Ne fallait-il pas faire cette nomination beaucoup plus tôt? C'est toute la question. Vous souvenez-vous, messieurs, quand est-ce qu'a été officialisée l'organisation des Jeux de Paris? Il y a 7 ans. Enfin, 5 aujourd'hui, mais ouais, il y a 5 ans. C'était en quelle année? 2017. Exactement, 13 septembre 2017, c'était donc il y a plus de 4 ans. Une année plus tôt, les JO de Rio avaient été déjà un fiasco pour les Bleus, une seule médaille de bronze en piste avec la vitesse par équipe, et on se souvient en plus de l'ambiance délétère de l'époque. Nommer un directeur du programme olympique dès 2017 n'aurait pas été illogique, plus de temps pour travailler, avec en plus un galop d'essai entre-temps avec ces JO de Tokyo en 2020, j'en suis convaincu. Florian Rousseau peut amener une plus-value non négligeable pour la délégation française de cyclisme, mais n'est-ce déjà pas trop tard? J'en ai bien peur. La question sur cette thématique, est-ce que c'est trop tard ou pas? Oui ou non? Vous êtes partagés, les rugbyman. Alors pourquoi, Jean? Pourquoi vous êtes partagés? Parce qu'en tant que spécialiste, c'est... Autour de cette table, il y en a qu'un. Voilà. Donc, quand même... Non, pourquoi je suis hésitant? Parce que, parce que je suis pas quand même un spécialiste de la discipline. Maintenant, on a quand même affaire à quelqu'un qui remplit toutes les cases. C'est sportivement du haut niveau, du très haut niveau. Grégory a rappelé son palmarès. Au niveau encadrement, il a montré ce qu'il savait faire, parce qu'on n'a jamais eu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais autant de bons résultats quand il était entraîneur du sprint. J'aurais aimé que Grégory fasse la recherche, parce qu'en effet, pour moi, Ne me coupe pas, s'il te plaît. Je demandais juste... Je demandais juste si c'était vrai ou pas. Donc pour moi, en tant qu'entraîneur, il a prouvé dont il était capable. Et maintenant, on le met à la tête de ce projet. Et c'est vrai pour moi que... plutôt positif sur le papier, si je comprends bien. Alors positif sur le papier, mais c'est vrai que là, on est à 2 ans et demi, quoi. 2 ans et demi, de gros, enfin pas 3 ans en tout cas. Il y a 2 ans et demi, je trouve que c'est un petit peu tardif,
parce que, ou alors on le prend pour un magicien, et puis on va dire, j'espère qu'on ne la voit pas au charbon en tout cas, parce que ce serait regrettable, mais la tâche ne sera pas facile, parce que tout ne se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique, et pour moi il aurait fallu un peu plus de temps. Alors pour la défense de la Fédération française, donc c'est le DTN qui voulait le nommer, il voulait le nommer dès janvier 2021, donc janvier dernier. Il voulait le nommer, mais le problème c'est que les Jeux Olympiques ont été décalés et du coup il ne pouvait pas annoncer sa nouvelle recrue, on va dire, avant les JO. Donc il a attendu. Oui, mais tout ça, c'est déjà trop tard. Mais voilà, ce sont des problèmes internes. Ça, le résultat, il est là. Le résultat, c'est qu'il est nommé là maintenant et que ça fait pour moi c'est un peu tardif, quoi. C'est tout. Pierre Chevalier. En tant que deuxième spécialiste de cyclisme sur ce plateau, je dirais juste une chose, c'est qu'on dirait, il ressemble à Jean après 3 semaines de régime comme j'aime. Voilà, c'est vrai. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Et pour le coup, quand on te voit comme ça avec Florian Rousseau, c'est le même. Impeccable. C'est le même, voilà. C'était tout. C'était tout, d'accord. C'est ça mon analyse, voilà. Yann Dujarier. Je dirais, on saura si c'est trop tard en juillet 2024. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Je vais pas mouiller. Maintenant, en effet, Florian, c'est quelqu'un qui est spécialiste, qui est très très sympa, qui a une aura dans le domaine du cyclisme. Maintenant, attention, on le met à la tête de toutes les disciplines, c'est-à-dire qu'il va falloir piloter aussi le BMX, le VTT, la piste, la route. Est-ce qu'il est légitime pour aller donner des conseils à un VTTiste? Alors, après, il était à la Fédération française d'athlétisme juste avant. Est-ce qu'il était légitime dans ce cas-là? Excusez-moi, mais les résultats à l'athlé, je vais peut-être faire un peu l'avocat du diable, mais les résultats à l'athlé cette année, ils sont pas là non plus. Hein. Donc, est-ce qu'un directeur de la performance... Après, la question que moi je vous pose, c'est quel est le rôle du directeur de performance? Voilà. Faire performer. Ouais, de faire performer. Mais le DTN, il est là pour. Le DTN, il est là pour quoi alors? L'entraîneur national, il est là pour quoi? Est-ce qu'il ferait pas le lien peut-être entre tout ça, DTN, entraîneur, sportif? Sincèrement, moi j'ai l'impression qu'on rajoute. Est-ce que son rôle est technique ou est-ce que son rôle est sur la préparation mentale? Il y aura énormément de préparation mentale avec lui. Parce que c'est peut-être pas sur le côté technique de la discipline. Sauf que je pense sincèrement que, alors là je vais parler du cyclisme sur piste, il y a un gros problème, il y a une refonte à faire sur la manière de se préparer. Aujourd'hui, quand on discute avec certains athlètes, on vous dit que on travaille avec des méthodes qui sont intra-françaises et qui sont des méthodes qui sont un peu peut-être dépassées. Ça fait très longtemps qu'on reste avec des coachs français et c'est problématique. Et dans d'autres sports, on se pose aussi la question. Maintenant, pour moi, l'image de Florian Rousseau, c'est le Didier Deschamps du cyclisme. Voilà. Donc il va gagner. Pour moi, Florian Rousseau, c'est le Didier Deschamps du cyclisme. Il a le même animal domestique. La plus-value, elle est la plus-value. Moi, c'est ce que je disais à la fin de ma chronique. La plus-value, il va l'apporter. Ça, j'en suis persuadé. Maintenant, on est quand même à 2 ans et demi des JO, ça va arriver très vite. Lui-même l'a reconnu. Il va devoir rencontrer tous les entraîneurs, tous les sélectionneurs, quelques athlètes pour construire une vision commune. À 2 ans et demi des JO, c'est trop tard. Enfin, ça me paraît compliqué. Là où, si on regarde encore un petit peu différemment, là où on peut vraiment se poser le point sur l'aspect psychologique dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'on avait, je vais prendre l'exemple du VTT, chez les filles, on avait la numéro 1 et la numéro 2 mondiale au départ des Jeux Olympiques. Et on fait un top 10. C'est le constat justement qui a été fait par la Fédération française de cyclisme, c'est qu'ils ont beaucoup de champions du monde entre les Olympiades. Ils ont énormément de champions du monde, mais le problème c'est que le jour des JO, au moment des JO, ils n'ont pas de médaille. Joris Daudet, qui est plusieurs fois champion du monde en BMX et qui, pareil, n'arrive pas à aller chercher une médaille olympique. Donc peut-être qu'en effet, le rôle de Florian Rousseau sera là-dessus. Et ça sera énormément sur l'aspect mental. Vous pensez que c'est possible qu'il fasse passer ce cap de passer de champion du monde à champion olympique? Ça remonte à assez loin les performances d'athlètes de Florian Rousseau, mais ça reste un palmarès et une expérience sportive qui en plus est allé se frotter à d'autres sports
où il n'était peut-être pas légitime, après avec les résultats qu'on connaît, mais en tout cas, ça reste un champion et qui s'est préparé comme tel. C'est mieux de prendre quelqu'un qui connaît parfaitement le cyclisme. On sait que ça se fait beaucoup dans beaucoup de fédérations, de prendre quelqu'un qui vient de l'extérieur d'un autre sport pour le mettre sur un sport. On en a parlé il y a 15 jours et je pense que c'est indispensable. Indispensable de connaître la culture du sport. Après, l'esprit de gagne et le mental peut se transposer à n'importe quel sport, mais il faut quand même connaître un petit peu la technique. Son objectif, c'est en gros d'inculquer l'esprit de la gagne, en fait. Ouais, moi, je suis pas d'accord là-dessus. Quand on regarde la fédération de l'athlétisme, les très belles années qu'ils ont pu avoir il y a pas très longtemps, c'était avec l'ancien lutteur. Kelly Yalouz. Voilà. Excusez-moi, les noms, je les bouffe tout le temps, mais on est bien d'accord. Mais c'est vrai que et là, l'athlète a eu une belle, des belles années. Donc sur des postes de président, je suis d'accord, où ils sont un peu dans une stratégie un peu plus globale d'avancer, mais sur des postes techniques, à mon sens, il faut des sportifs qui connaissent le sport. C'est moi, ma conviction, c'est. Il y a des sports qui ne pourraient pas avoir des non spécialistes. Aujourd'hui, moi, avec ma connaissance du cyclisme, je sais qu'aujourd'hui, je suis capable d'accompagner mes enfants qui font de l'athlétisme dans de la performance, parce qu'il y a des passerelles communes. Alors, à un petit niveau, si jamais, à un petit niveau. Là, on parle quand même des futurs champions olympiques. C'est pour ça que dans beaucoup de sports, on a un technicien, un entraîneur et on a des préparateurs mentaux. Donc il y a des sports qui ne souffrent pas l'absence de technique. Et il y a également un dernier aspect aussi qu'il faut noter, les JO 2024 se dérouleront à Paris, donc forcément plus de pression qu'à Tokyo. Jean. Oui. Plus de pression, et pour moi... Ça commence déjà. Hein. Ça commence déjà, la preuve. Regardez, la pression qu'il y a sur le plateau. C'est le chape de pied. Non, mais pour moi, quand même, un préparateur mental... On peut ne pas être de la discipline pour être un bon préparateur mental, mais pour moi, on a le plus. On a le plus qui fait que lorsque on connaît bien la discipline dont on parle, eh bien ça donne le plus. Et d'autant plus que c'est un sport individuel. Et donc sur cette différence du plus de la connaissance profonde qu'a Rousseau sur la discipline, il peut apporter ce plus, justement, mentalement, sur cette pression qu'il va y avoir en 2024 à Paris avec nos champions. Donc moi je dis que c'est il n'y a que le temps, c'est tout. Sinon pareil. Ah ouais sinon ils pouvaient pas mieux. Vous pouvez pas mieux avoir. Et pour l'instant, il n'y a pas d'objectif de médaille, hein. Ils communiqueront dans les prochains mois, les prochaines années, surtout pour voir ce qui n'a pas fonctionné au dernier JO de Tokyo. Mais déjà, on voit bien que la solution... potentiellement, il pourrait gagner 22 titres. C'est ça, on a calculé en rigolant en rédaction sur les 80 médailles annoncées par Emmanuel Macron. Si on transpose, ça fait une vingtaine pour le cyclisme, normalement. On verra. 22 titres potentiels. Regardez, on sort des JO de Tokyo, et au championnat du monde, on a fait des très beaux résultats. Donc peut-être que Florian Rousseau va apporter cette expertise. On verra ça en tout cas dans les prochaines années. On va maintenant parler football. Pour refermer ceci, on parlait sport. Le week-end du 7 novembre a été marqué par le départ du président du club du FC Versailles 78. Daniel Voisin a décidé de démissionner après 18 années à la présidence du club. Malgré les très bons résultats du club en National 2 avec une première place, le dirigeant a expliqué être en désaccord avec l'entraîneur du club Youssef Chibi ainsi qu'avec les nouveaux investisseurs arrivés au club au printemps dernier. Ces désaccords l'ont amené à se retirer de la vie du club. Je vous fais un peu l'historique de cette annonce. Daniel Voisin avait repris le club en 2004 alors que la structure avait de graves difficultés financières. 255 000 € de déficit les premiers mois. Aujourd'hui, ça va mieux et en 2021, le club de football de Versailles a décidé de créer une SAS, une société par action simplifiée, avec comme principal actionnaire et investisseur le groupe Fiducim City, un promoteur immobilier basé à Versailles. Le budget du club a été multiplié par 5. C'est désormais ce groupe qui assurera la présidence. La question sur cette thématique, est-ce que ce départ est choquant? Oui ou non? Oui pour vous, Pierre Chevalier. Vous êtes partagé, vous êtes oui pour tout le monde. Pourquoi vous êtes partagé Moi, je suis partagé. Alors, choquant, oui, quand on connaît le personnage, ce qu'il a donné au club. Effectivement, Daniel Voisin, il a amené ce club de Versailles, vous l'avez dit très bien, qui était en déficit au moment où il l'a récupéré. Il était à 500 adhérents au moment où il le récupère. Aujourd'hui, plus de 1200 adhérents, qui fait l'un des clubs avec le plus d'adhérents en Ile-de-France et même dans la France entière. Donc oui, c'est choquant de voir ce personnage quitter la tête de Versailles. Après, au vu des derniers
derniers mois et des derniers événements, on sait que Versailles a multiplié son budget par 5. On sait qu'en interne, ça se passait plutôt mal avec les nouveaux investisseurs qui étaient arrivés. Je le trouve moins choquant qu'il quitte ses fonctions et que justement, il l'a dit dans l'interview qui a été partagée sur la page Facebook du club, finalement, il reste fidèle à ses convictions. Pour lui, c'est d'abord, il faut d'abord être humble et il faut pas perdre toute sa tête à cause de l'argent. Voilà, donc moi, exactement, j'ai les termes. Je pense personnellement que l'on peut et l'on doit professionnaliser notre club en respectant l'histoire et les personnes qui la composent, tout en agissant avec un minimum d'humilité. Après qu'il ait été poussé vers la sortie, j'en serais pas étonné aussi. Mais il y aurait eu, il a dit, un conflit avec l'entraîneur USCF Chibi, qui est l'entraîneur du club depuis plusieurs années, qui a construit ce club de Versailles pour l'emmener le plus haut possible. Et ce qui est choquant aussi, c'est au vu de la situation de Versailles, qui sportivement, en ce moment, Versailles marche sur le 11 journées, 0 défaite, 6 victoires, 5 matchs nuls dans cette poule de National 2, qui est vraiment lancée sur de bons rails pour monter en National. Donc c'est vrai que ça intervient à un moment de la saison où on s'y attendait pas forcément. Après, voilà, c'est pas choquant parce qu'il reste fidèle à ses convictions. C'est en tout cas ce qu'il dit dans le courrier, dans l'interview qui a été partagée sur la page Facebook du club. Pierre Chevalier. Je vois ça par la fenêtre du rugby versaillais, puisque nous sommes voisins avec le foot, et donc de Daniel Voisin. Et ce que je trouve choquant, c'est surtout effectivement la manière on parle en interne dans ce qui a pu fuiter de putsch, de putsch du coach, et dans le sillage d'un bouleversement. Voilà, qui serait très proche de cette société qui investit beaucoup d'argent dans le club. Et de nouveaux investisseurs qui, alors, d'un côté, font passer un cap budgétaire au club de foot de Versailles, mais de l'autre, apportent des méthodes qui n'étaient pas celles qui ont fait le lustre du club de football de Versailles. Vous avez rappelé la citation de Daniel Voisin, et effectivement, on en parle suffisamment dans le rugby, par exemple, de ces fameuses valeurs de valeurs, mais elles sont présentes dans tous les sports, y compris dans le foot. Le foot à Versailles, c'est 1200 licenciés, vous l'avez rappelé, c'est une des sections sportives qui tracte le sport à Versailles, qui au départ n'est pas une ville estampillée sportive, qui est d'abord culturelle, mais avec le maire Mazière, on est suffisamment au front pour pouvoir, au niveau de tous les sports, performer et avoir des résultats. Là, il y a eu des tours en Coupe de France il y a quelques années. Il y a une première place de leader incontestée en National 2. 8e tour de Coupe de France contre Lens en 2018. Voilà, avec une montée en potentiel en National. Il y a des tours de Coupe de France qui arrivent. Je pense que là, on va pouvoir refaire les paris. Les paris sur les places de nos clubs yvelinois en Coupe de France. Donc oui, choquant parce que c'est en gros, c'est balayé d'un revers de main tout ce qui a été fait au football. Ils sont très bien installés à Porchefontaine. Parfois, ils sont même mieux traités que d'autres sections, par exemple en termes de nombre de terrains. Mais c'est comme ça. On traite une section à 1200 licenciés avec les égards qu'elle mérite. Il y a beaucoup d'œuvres sociales qui sont faites par le football à Versailles. Et donc oui, c'est étonnant et c'est dommage de voir un pan d'histoire de ce club partir comme ça. Sur une espèce d'oasis financier qui donnera certes des moyens, mais qui ne doit pas remettre tout en question. Jean ? Bon, alors moi, ça me vois réagir. Oui, non, parce que alors généralement, ça me surprend, c'est l'entraîneur qu'on pousse vers la sortie, et non pas le président lorsqu'il y a un putsch entre l'un et l'autre. Donc là, déjà, ça me surprend. Mais après, quand on connaît un petit peu plus le sujet, il n'y a pas matière. Tout simplement, vous l'avez dit, ils ont multiplié le budget par 5, un gros investisseur arrive, les méthodes, l'entraîneur, lui, penche plus pour ce nouvel investisseur, il les a dans la poche, donc on va garder l'entraîneur qui, lui, va véhiculer notre message. Il a sportivement, il a les résultats, donc on va le garder. Par contre, on ne veut plus du monsieur qui est arriéré, qui va nous bloquer dans notre développement. Il est là le problème. Le problème, malheureusement, c'est l'argent. Et dans ce cas de figure, c'est criant. Multiplié par 5 le budget. Donc ce président qui, lui, on a rappelé, je ne vais pas le refaire, on a rappelé tout ce qu'il a pu faire pour ce club. Là maintenant, et c'est, excusez-moi, mais c'est désolant qu'on le pousse comme ça vers la sortie.
sans respecter tout le travail qu'il a pu faire dans ce club. Et ils ont déjà trouvé son successeur, hein, c'est Jean-Luc Haribard qui devient le directeur général du club. Il a été choisi par le groupe immobilier. Il a joué à Rennes, à Reims, l'AS Nancy-Lorraine. Il était aux commentaires sur Eurosport Canal+ cette année. Il a participé aux commentaires sur le jeu PES 6 aux côtés de Christian Jean-Pierre. Quelqu'un d'assez médiatique, je crois que vous voulez rajouter quelque chose. Oui, avec juste une petite précision, le club de Versailles qui va continuer de fonctionner sur deux aspects. Cette SAS que vous avez évoqué, effectivement, Jean-Luc Haribard en devient le directeur général, mais il y a toujours le volet associatif qui existe et qui va perdurer. Et c'est Anthony Perrin qui prend la présidence, la suite de la présidence à Versailles. En gros, la SAS va s'occuper plus de l'équipe première, alors que l'association va garder le volet formation, parce que cette équipe a un label élite, désormais un label or aussi côté féminin. Et on espère que ça va perdurer, parce que le travail de ces dernières années, on espère qu'il ne va pas être jeté à la poubelle. Yann Dujarier. Moi, je vais juste leur souhaiter de réussir à atteindre l'objectif, parce que c'est vrai que... Objectif Ligue 2. Hein. Voilà, et l'objectif Ligue 2, merci voilà, c'était ça la finalité, c'était d'aller chercher la Ligue 2, parce qu'on le disait souvent, c'est pas normal que dans les Yvelines, on n'ait pas... alors, le PSG... Voilà, mais on n'est pas un vrai club yvelinois qui puisse être là sur la scène nationale française, voilà, et qui nous permettrait de passer quelques tours en Coupe de France par la suite. C'est assez révélateur de la partie médiatique, la nouvelle partie médiatique qui va se jouer pour le football à Versailles. Jean-Luc Haribard est un choix fort en termes d'exposition notamment, et je pense qu'on reparlera souvent de lui sur ce plateau, parce qu'en plus c'est un très bon golfeur. Peut-être qu'on recevra dans les prochaines émissions, et peut-être qu'on le verra, je sais pas, sur un Open de France, peut-être un jour, pourquoi pas. Il y est quasiment chaque année. Alors, c'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, on termine par une citation de l'ancien tennisman Yannick Noah, qui vit d'ailleurs dans les Yvelines. Nos limites n'existent que dans nos craintes. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.